La seconde thématique de cette matinée, nous allons passer de l'identité d'un pays à celle même d'une ville. Voilà, identité d'une ville, de Dubaï à Bordeaux, en passant par Paris. Et j'appelle à me rejoindre pour animer cette table ronde. Je vous la présenterai juste après, Anne-Solange Muisse. Voilà, merci de l'applaudir, de ce... Bonjour. Oui, vous pouvez vous installer ici. Alors, je vais vous dire quelques mots évidemment d'Anne-Solange Muisse. Vous êtes géographe, éditrice et directrice des éditions Terre Urbaine. Vous êtes une francilienne en fait, hein, et depuis toujours, son moteur, sa passion, hein, c'est d'être convaincue par l'écologie urbaine et d'en faire du coup un sujet. Vous êtes docteur en géographie, spécialisée sur les sciences publiques de développement durable. Vous avez été 15 ans enseignant-chercheur à l'université. Et puis, elle a aussi créé sa propre agence de conseil études en géographie et concertation. Voilà, elle a aussi réalisé un vrai parcours dans la presse, puisqu'on est aussi là pour ça, et notamment la rédaction en chef d'un magazine dédié à la ville écologique et durable. C'est vous qui allez nous présenter vos invités. Nous avons ensemble jusqu'à midi, mais je viendrai certainement vers un petit peu un quart d'heure, 10 minutes avant la fin. Surtout posez vos questions parce qu'ils nourriront ensuite la fin de cette table ronde. Donc je vous souhaite de bons échanges. À tout de suite. Merci Camille. Bonjour à toutes et à tous. Alors sur cette identité des villes, revenons d'abord un tout petit peu sur une introduction. Donc, outre leur nom ou leur géographie, bien des villes ont hérité de dénominations populaires construites à travers leur histoire, leurs fonctions, leurs activités. Ainsi, Paris est connu sous le nom de ville lumière, Las Vegas sous celui de Sin City, la ville du péché, New York la Big Apple, Rio pour le carnaval, et plus localement, les villes sont aussi dans l'imaginaire de tous, rattachées à des spécificités locales, dont l'origine peut être l'histoire, le patrimoine matériel, l'activité agricole ou la pêche, la cuisine, la géographie, etc. Par exemple, quand on parle de Bordeaux, eh bien, tout le monde pense tout de suite au vin. Quand on parle de Paris à la Tour Eiffel, de Reims au Champagne, Strasbourg la saucisse, Dijon la moutarde, Aix les calissons, Avignon la cité des papes, bref, la liste est longue, car toutes ont une image populaire qui contribue à leur rayonnement national ou international, mais également, et malgré elle, à leur identité. Souvent la ville fascine ou répulse, mais on n'est jamais insensible à son charme. C'est parfois une métropole barbare, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Guillaume Faburel, ou encore un désastre urbain, selon celui de Thierry Pacaud, ou encore une ville panique, pour Paul Virilio, ou même une ville stationnaire, pour Philippe Biwix. Mais qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville ? Est-ce l'ambition et le programme des politiques pour la rendre attractive ? Est-ce l'histoire ou encore l'identification populaire ? À quoi reconnaît-on une ville et qu'est-ce qui marque son identité ? Et derrière toutes ces questions, une principale, est-ce que les villes ont une identité ? C'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite avec, pour en parler, nos trois invités que je demande de nous rejoindre sur scène. Donc Lucie Morisset, on peut les applaudir, Thierry Pacaud et Camille Amoun. À tous les trois, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet sur l'identité des villes. Alors je vais vous présenter, si tant est qu'on doive le faire, parce que je pense que tout le monde, ou presque, vous connaît déjà. Donc Lucie Morisset, vous êtes professeure en histoire de l'urbanisme, titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain et auteur de nombreux ouvrages, dont un qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'architecture de l'identité. Thierry Pacaud, vous êtes philosophe, essayiste, également auteur d'un très grand nombre d'ouvrages, dont par exemple Demeures terrestres, Enquête vagabonde sur l'habité ou Pays de l'enfance aux éditions Terre Urbaine. Et Camille Amoun, vous êtes écrivain et politologue, auteur d'un roman Ougarit et d'un récit Octobre au Liban, paru aux éditions Inculte, ainsi qu'un dernier ouvrage qui va paraître, ou qui vient tout juste de paraître, Ce qui nous arrive, donc 5 textes de 5 auteurs sur les grandes catastrophes du quart de ce siècle. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse, en commençant par, je dirais, ce qui
est le plus facile pour parler d'une identité d'une ville, à savoir ses marqueurs géographiques. Thierry Pacaud, dans votre livre « Mesures et démesures des villes », vous abordez la définition des villes en revenant sur leur taille et leur histoire depuis la cité-État jusqu'à la mégalopole. Est-ce que vous pensez que la taille des villes est le premier critère pour les identifier et pour caractériser leur identité ? Bonjour à toutes et à tous. Non, je ne pense pas que la taille soit le principal critère pour donner à une ville une identité. Pour donner à une ville une identité, je crois que l'identité est une construction culturelle, politique, qui est forcément datée. Et raconter la courte histoire des villes, parce qu'il faut savoir que les premières villes datent de 3500 ans avant Jésus-Christ, donc c'est une toute petite histoire, et que de cette naissance des premiers sites urbains jusqu'en 1800, il n'y a eu que 4 villes qui ont été millionnaires, par ordre chronologique: Rome, Constantinople, Bagdad et Xi'an en Chine. Et donc la taille des villes s'homogénéise et puis se met en avant l'apport démographique comme une forte qualité urbaine à partir de la révolution industrielle, à partir de ce qu'on appelle maintenant l'Anthropocène, c'est-à-dire le milieu du XVIIIe siècle. Et là, les villes millionnaires se démultiplient. On en compte 11 en 1900, on en compte 160 en 1960, on en compte 520 en 2015, et on annonce 750 villes millionnaires pour 2030, c'est-à-dire demain, dont 150 rien qu'en Chine. Donc, est-ce que la taille de ces villes va générer une image de cette ville? Alors, je pense que oui, bien sûr, mais l'image ou le symbole qui pourrait caractériser ces mégalopoles ou ces villes, même petites, n'a rien à voir avec l'identité. L'identité est une notion, vous l'avez vu déjà hier soir à la présentation, et puis dans les conférences qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain, c'est une des notions les plus difficiles en philosophie, parce que ça renvoie à cette idée de ce qui est semblable. Mais les Grecs nous ont appris que tout ce qui est semblable n'est pas identique précisément. Et donc, il nous faut à chaque fois essayer de saisir dans une réalité territoriale, comme dans un sentiment, comme dans une relation à l'autre, comme pour soi-même, il nous faut essayer de saisir ce qui pourrait au mieux circonscrire les qualités spécifiques de quelqu'un. Mais ces qualités changent, évidemment, évoluent, se transforment au fur et à mesure du temps. Et donc, Anne Solange présentait Paris comme associé tout de suite à la Tour Eiffel. Mais je me suis aperçu que lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, eh ben, dans tous les médias internationaux, c'était devenu le symbole même de la capitale. Et moi, à cette époque-là, je siégeais encore à la commission du Vieux Paris, et j'étais le seul à préconiser la non-reconstruction de la cathédrale, considérant qu'il fallait laisser les ruines se ruiner et que ce n'était pas contradictoire avec le tourisme massifié qui pouvait venir visiter des ruines, comme à Rome, comme à Berlin, ou comme dans un tas d'autres villes du monde. Et évidemment, je n'ai pas été entendu, et puis je n'ai pas été renouvelé. Bon, dans la nouvelle commission des Vieux Paris. Voilà. Bon, donc, outre leur taille, leur image, on va revenir sur l'image juste après, on a quand même... toutes les villes ont été implantées dans des territoires et des lieux relativement précis. Et donc, je me tourne vers vous, Lucie Morisset. Est-ce que leur géographie et donc cette implantation dans un lieu et un territoire spécifique leur donne une identité aujourd'hui? On va dire que les villes d'estuaires ou les villes littorales ne sont pas les mêmes que des villes de désert ou de campagne. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, d'abord, bonjour. Bien sûr, évidemment, une ville en front de mer est plus souvent balnéaire qu'une ville qui ne l'est pas. Tout le monde va s'entendre là-dessus. De la même façon qu'une ville en montagne pourra devenir un village alpin, et ainsi de suite. Mais je dirais qu'au-delà au-delà de ces déterminismes physiques, la forme des villes, d'abord et avant tout, est aussi un véritable enjeu d'identité sociale. Thierry Pacaud sait mieux que moi combien Thomas More, dans l'Utopia, situe son Utopia sur une île, bien sûr, pour l'isoler, mais aussi
imagine que ces villes, les 54 villes de l'Utopia, seraient toutes sur un territoire équivalent, puisque ce territoire équivalent, l'équivalence de ce territoire, l'identité, pourrait-on dire, de ce territoire, est le garant de l'égalité des hommes et des femmes qui seront dessus. Que l'identité soit un véritable enjeu de structure sociale et que l'identité physique des villes détermine la société. On le voit très bien dans le cas de Québec, de la ville de Québec. On aurait pu prendre Carcassonne aussi. J'ai malheureusement pas d'image avec moi, vous devrez me croire sur parole là-dessus, mais que l'identité des villes devienne un enjeu social. On le voit bien avec la ville de Québec, dont certains d'entre vous savez peut-être qu'elle est construite sur un promontoire. Alors l'histoire a dit que c'était pour la sauvegarder de ses assaillants et ainsi de suite. Mais en fait, on a choisi délibérément ce promontoire dans une perspective tout à fait médiévale par des aristocrates qui voyaient ce promontoire comme étant la transposition physique d'une hiérarchie sociale avec en haut, évidemment, les aristocrates, et en bas, tout ce qui en dépend, ou tout ce qui va y obéir. Et donc, cette identité physique s'est transposée dans l'identité sociale de la ville, au point où encore aujourd'hui, il y a des règlements d'aménagement à Québec qui font prédominer cette structure sociale de la ville, si bien qu'on considère que le point culminant, c'est le Parlement de ce qui est aujourd'hui la capitale, et tout ce qui doit être construit doit arriver dessous cette ligne du fait de la ville et de l'aristocratie de jadis du XVIIe siècle. Et effectivement, du coup, pour reprendre un autre critère, pour compléter finalement ce qu'on vient de dire, donc Camille Hamoun, vous êtes connue notamment pour vos livres qui mettent en avant des univers urbains richement décrits, avec une juxtaposition d'infrastructures, d'architecture, de mondes ultramodernes auxquels s'opposent des lieux plus authentiques, plus épurés. Est-ce que du coup, quand on parle d'identité des villes, on n'inclut pas aussi de fait une opposition entre la ville et sa périphérie, donc la ville et la campagne, pour parler un peu vulgairement, pour finalement l'identifier par rapport au reste du monde? Oui, alors bonjour à tous. Je vais prendre l'exemple de Dubaï, sur lequel j'ai pas mal travaillé et où j'ai vécu une dizaine d'années en tant que consultant en développement urbain durable. Alors, Dubaï, ce serait plutôt une opposition entre ville et désert plutôt que ville et campagne, et un désert qui est remplacé par des constructions extrêmement rapides de quartiers entiers, de tours et de ce que Bruce Begou a appelé un objet urbanoïde. Donc, quand on arrive à Dubaï, on se demande est-ce que Dubaï est vraiment une ville? Et c'est peut-être une des seules villes au monde où, quand on y arrive, on se demande si c'est vraiment une ville ou si c'est autre chose. Hier soir, Étienne Klein a eu une idée heureuse et intéressante quand il a parlé de quartier, d'identité, de l'identité d'un quartier ou de l'âme d'un quartier. Et dans mon livre, donc, je développe l'idée d'âme urbaine que je préfère infiniment à l'idée d'identité urbaine, mais ça c'est évidemment du point de vue de la littérature, parce que l'identité est figée, il y a une identité, et si on sort de cette identité, on la perd et on rentre dans une autre identité, alors que l'âme urbaine peut changer, peut évoluer, ou peut se maintenir sous d'autres formes. Et c'est le cas de Dubaï. Quand on parle de Dubaï, on a l'image de cette ville de gratte-ciel, d'objets justement urbains, de tours, d'autoroutes juxtaposées, et dont on se demande s'ils font vraiment ville. Mais Dubaï a eu sa première prospérité, disons, au 19e siècle avec le commerce de la perle autour d'une crique protégée et qui a réussi à être un port de commerce international pour la pêche perlière. Et donc, c'est de là que partaient les perles qui se retrouvaient au cou des femmes de la Belle Époque à New York, Londres ou Paris. Et donc ce petit port perlier était une petite ville marchande sur le golfe Persique, où les tribus arabes importaient une main-d'œuvre et des commerçants indiens pour exporter la perle dans le monde sur les marchés de Bombay et puis vers les grandes villes européennes de la Belle Époque. Aujourd'hui, Dubaï a complètement changé de forme, mais Dubaï est encore Dubaï parce qu'aujourd'hui, Dubaï reste un port
de commerce international où les Émiratis, donc les tribus arabes comme à l'époque, importent une main-d'œuvre internationale et des compétences internationales. Donc les commerçants indiens de l'époque, aujourd'hui, ce sont les banquiers britanniques, ce sont les publicitaires libanais, ce sont les ingénieurs égyptiens, etc., qui sont importés comme main-d'œuvre à Dubaï pour faire fonctionner cette ville commerciale. Et donc, si Dubaï devait avoir une âme, puisque c'est la question qu'on se pose quand on arrive à Dubaï, on se dit cette ville n'a pas d'âme, eh bien, ce serait une âme marchande qu'elle a réussi à conserver depuis le 19e siècle jusqu'au 21e siècle, en changeant de forme pour s'adapter à un monde où les échanges marchands ont changé, se sont intensifiés, se sont internationalisés. Effectivement, quand vous dites à juste titre, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît que c'est une ville ou que c'est autre chose? Je pense notamment, est-ce que son architecture fait partie de l'identité des villes? Et ça nous amène à cette deuxième question autour de l'imaginaire. Les villes fascinent, elles attirent. L'image qu'elles véhiculent à travers le monde contribue d'ailleurs largement à cette attraction. Et pour preuve, on peut se référer aux nombreuses affiches publicitaires qui vantent leur qualité au caractère toujours plus exotique. C'est aussi une image que les politiques ont bien compris pour attirer les investisseurs, notamment sur leur territoire. Et on observe une forme de compétition entre les métropoles qui développent de plus en plus des marketing territoriaux pour vanter une identité urbaine. Du coup, Thierry Pacaud, vous parliez de l'image juste avant. Quel est ce poids justement de cette image ou de cet imaginaire dans l'identité des villes? Est-ce que dans l'histoire, il en a déjà toujours été ainsi pour faire identité? Oui, parce que en fait, dès qu'il y a eu des échanges qu'on n'appelait pas touristiques encore à l'époque, des voyageurs, des pèlerins, etc., il y a eu des ouvrages qu'on n'appelait pas encore des guides touristiques, mais ceux-ci s'évertuaient à indiquer les meilleurs points de vue, les panoramas, et listaient les spécificités d'une ville. Et donc, du coup, ceci donnait un caractère à chacune de ces villes. Alors, moi, je voudrais réagir quand même un peu, puisque c'est un débat avec Camille. Personnellement, depuis des années que je travaille sur ce truc bizarre qu'on appelle la ville, je pense que la ville et la campagne ont disparu. Que nous sommes face à des non-villes et à des non-campagnes. C'est très compliqué à comprendre parce que de l'extérieur, on croit que ça a la forme d'une ville. Je reprends le titre « La forme d'une ville », c'est un extrait d'un poème de Baudelaire de 1859, où il dit, c'est les travaux haussmanniens à ce moment-là, et il dit que le cœur d'une ville change hélas plus vite que le cœur d'un mortel. Donc on voit bien qu'il y a là quelque chose de terrible en même temps. Camille, tu parlais des catastrophes tout à l'heure. Il y a une catastrophe urbaine à l'échelle planétaire. Et moi, je ne parle pas d'âme, je parle d'esprit des villes. Et l'esprit des villes, je le caractérise par 3 qualités: l'urbanité, la diversité et l'altérité. Si une de ces qualités vient à manquer, eh bien, c'est l'esprit de la ville qui disparaît. Et je donnerai un exemple très simple, c'est la multiplication à l'échelle planétaire des gated communities, c'est-à-dire des enclaves résidentielles sécurisées, qui, évidemment, facilite une cohabitation entre gens du même niveau culturel, social, etc., et donc les isole du reste de la ville. Et la ville n'est plus diverse. Sa diversité est altérée par la présence de lieux qui rassemblent que des gens qui sont pratiquement les mêmes culturellement. Et donc, quand je dis ça, les gated communities, on me dit « Ah, mais pas en France ». J'étais à Marseille il n'y a pas longtemps pour un débat public où un sociologue marseillais venait de publier une étude sur les 1550 voies privées à Marseille. Donc là, ce n'est pas de la rigolade, c'est quelque chose d'important. Et ça met en péril la conception que j'ai de la ville. Évidemment, on pourrait dire aussi, l'identité de cette ville, c'est d'être... de posséder des villes à l'intérieur d'elles-mêmes qui soient fermées, grillagées, vigilisées, pitbullisées, vidéosurveillées. Mais du coup, pour moi, ça ne fait plus ville. Donc, la notion de territoire me paraît plus intéressante que celle de ville. Parce qu'en même temps, en français, depuis 1846, statistiquement, une ville, c'est 2000 habitants, au moins. Dans la France rurale de l'époque, une bourgade de 2000 habitants offrait un nombre incalculable de services d'une très grande diversité. Mais aujourd'hui, en français, dans la presse, puisqu'on est à la tribune de la presse, quand on parle de ville, c'est 2000 habitants ou 30 millions. Donc là, on voit bien que
ce changement d'échelle modifie même notre perception et donc notre représentation des villes. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le cinéma. J'ai écrit une encyclopédie, La ville au cinéma. Et depuis, parce que je m'étais aperçu que le cinéma naît en 1895 avec les frères Lumière, et leurs 2 premiers films sont des films qui montrent des villes. Arrêt du train en gare de la Ciotat et sortie des usines Lumière. Donc on est vraiment là au cœur de la ville. Et puis, j'ai cru naïvement que le destin des villes, leur métropolisation, allait accompagner le destin du cinéma, qui allait témoigner de ces transformations des villes. Et je me suis aperçu que non, le cinéma témoigne du cinéma, indépendamment des villes. Bon, alors, j'ai eu la chance de bien connaître Eric Rohmer, donc je lui avais demandé à Eric Rohmer, mais vous choisissez les villes dans lesquelles vous tournez vos films? Et il me répond, non, pas du tout, c'est des opportunités. La cousine de l'éclairagiste qui est coiffeuse à Nemours nous prête sa boutique quand elle la ferme au mois d'août, donc je vais tourner mon film là. Donc en fait, il n'y a pas de corrélation immédiate entre une représentation de la ville et le choix de cette ville. Donc ça, c'est un point très très important à noter, parce que en fait, ce que Rohmer mettait en avant, mais c'est pareil pour Chabrol, c'est pareil pour Godard, etc., c'est des situations d'intrigue, c'est-à-dire des relations interpersonnelles, et interpersonnelles avec aussi le milieu, parce que Godard est un remarquable cinéaste de paysage, et pas simplement de ville ou de situation qui se déroule dans une ville. Donc, cette notion d'image qui me plaît beaucoup, parce que, comme vous l'avez peut-être noté, image, c'est l'anagramme de magie. Alors ça me plaît, parce que dès que j'observe une image, tout de suite, c'est une sorte de déclencheur d'imagination. Hein, et là, on est dans un auteur que j'affectionne, évidemment, qui est Gaston Bachelard. Et du coup, c'est vrai que cette histoire d'image et de décor rappelle un peu finalement la fiction, et là je me tourne vers l'écrivain, plus Camille Hamoun. Dans votre roman Ougarit, d'ailleurs, on a l'impression que la ville est soit un personnage, soit un décor. C'est quelque chose de voulu? Oui, alors du cinéma à la littérature, il y a qu'un pas, et ce sont 2 arts qui sont très cousins. Oui, la ville en tant que décor dans un roman, la plupart des romans aujourd'hui, enfin beaucoup de romans en tout cas, se passent dans une ville. Est-ce que ça en fait pour autant des romans qui écrivent cette ville, qui rentrent au cœur de cette ville, qui en décrivent l'âme ou l'esprit ou l'identité? Je ne sais pas. Décor, donc, en ce qui concerne ce que je cherche à faire quand j'écris un roman sur une ville, ce n'est pas une ville comme décor. Après, une étape plus loin, voilà, c'est la ville comme personnage. On parle souvent, et c'est une idée un peu éculée, la ville est un personnage de ce roman, ou c'est le personnage principal, ou Dubaï, ou Paris, etc., est le personnage principal de ce roman. Quand j'ai écrit Ougarit, j'avais une autre ambition qui est un peu difficile à atteindre, mais c'est un objectif, comme ça, un peu lointain, et un cap, disons, qu'on n'est pas nécessairement... qu'on ne peut pas nécessairement atteindre, c'est que la ville n'est pour moi ni un décor, ni un personnage, mais c'est un texte urbain que j'essaye de transformer sans nécessairement ou sans certainement y arriver en texte littéraire. Et c'est cette tentative qui donne l'idée du roman. J'aime bien citer James Joyce avec son monumental Ulysse, qui dit qu'il aurait aimé, ou qu'il aimerait que, si jamais Dublin venait à être détruite, qu'on puisse la reconstruire brique par brique en lisant son monument Ulysse. Alors évidemment, si Dublin venait à disparaître, on ne pourrait rien reconstruire en lisant Ulysse. Mais l'objectif inatteignable a donné un livre monument. Voilà. Et donc, c'est, je crois, ce que j'essaye de faire quand j'écris, que ce soit un roman comme Ougarit, ou un récit, et on en parlera peut-être tout à l'heure, plus psychogéographique, comme Octobre Liban, une marche dans une rue, et qui est exactement ça, techniquement, indépendamment de toute fiction, transformer un texte urbain, ou la phrase urbaine, comme dirait Bailly, en texte littéraire.
Et c'est vrai que ces images, que ce soit au cinéma ou dans la littérature, contribuent réellement au rayonnement des villes. C'est-à-dire qu'elles vont attirer, on a envie d'y retrouver un décor, on a envie d'y retrouver une atmosphère, un esprit des lieux, un esprit des villes. Du coup, Lucie Morisset, au niveau de l'architecture, c'est quand même ça aussi. C'est-à-dire que ce soit dans un décor ou une image, on s'attache à une architecture et on s'attache au patrimoine et à l'atmosphère que va dégager ce patrimoine. En effet, l'architecture, ce sont les mots de cette ville, c'est le décor, ce sont les parois de l'espace public qui rend l'espace public, justement, comme le disait Thierry. En fait, on ne dira jamais à quel point c'est la fiction qui fait la ville et on pourra revenir là-dessus. Mais peu importe comment est faite la ville, peu importe de quoi est faite cette identité, on la voit d'abord, de toute façon, par l'entremise d'un imaginaire qui, lui, est forgé historiquement et culturellement, comme on le disait hier, mais aussi, bien sûr, architecturalement. Et on peut trouver comme ça des symptômes un peu partout dans le vouloir, évidemment, le vouloir faire ville qu'on trouve à Dubaï, qu'on trouve à Doha, pour ceux qui ont regardé la télévision récemment, qu'on trouvait il y a quelques années, si vous vous souvenez, des aventures immobilières chinoises autour de Tiangdu, qui répliquaient à échelle réduite Paris dans un grand projet immobilier qui s'est un peu effondré. Et puis donc, on pourrait se demander justement, alors si l'architecture est si puissante, si l'architecture forme ces mots de la ville, qu'est-ce qui a pu manquer à Tiangdu en Chine? Je vous dirais que c'est le temps qui permet d'encoder, de créer un langage commun à partir de cette architecture. Et c'est à ce langage commun qu'on reconnaît l'espace public, qu'on reconnaît la signification, qu'on reconnaît l'identité. On trouve comme ça un peu partout, dans toutes les villes du monde, des traces laissées par l'architecture de ce qui est différent là, de quelle est cette population, quelle est cette histoire, quel est ce spatio-temporel qui définit cet endroit. Puis on peut prendre des exemples très sérieux, mais aussi d'autres plus légers. J'aime bien celui, par exemple, des boulets de canon. Des boulets de canon qu'on trouve, qu'est-ce qu'elle dit là, elle, les boulets de canon? Si vous êtes un peu attentif, le promeneur un peu attentif trouvera un peu partout, n'importe où sur cette planète, des boulets de canon ou l'équivalent qui ont été laissés, en fait, qu'on va trouver comme ça dans des villes conquises ou dans des villes qui sont reconnues pour leur résistance à un moment donné ou à un autre de leur histoire, qui sont fichés dans le mur ou dont on voit les traces ou qu'on trouve ces boulets dans les racines d'un arbre qui les a extirpés du sol pour bien montrer la résilience à une attaque sauvage. Bon, on en trouve évidemment à Québec où on reconnaît là la résilience de l'héritage français face aux conquérants anglais, mais on en retrouve à Lille où il rappelle le siège des troupes autrichiennes en 1792, à Munich dans la façade de l'église Saint-Pierre, on a encore un boulet de canon là. Qui serait arrivé en 1795. À Norfolk, en Virginie, on en trouve dans le mur d'une autre église où il rappelle les troupes, une conquête des troupes anglaises, mais surtout la résilience des locaux. À Halifax, on trouve comme ça, et ça c'est formidable, à Halifax, au Canada, donc en Nouvelle-Écosse, où il n'y a pas eu la Première Guerre mondiale, mais où on a eu l'explosion d'une poudrière qui a dévasté une partie de la ville, on trouve la trace architecturale de cette violence dans le mur intérieur du narthex de l'église Saint-Paul, où c'est une pièce de bois qui a élégamment été se ficher comme ça en décrivant un parcours pour le moins fortuit, juste au-dessus de la porte intérieure, où on peut évidemment lire aussi un petit écriteau qui va nous rappeler quel est ce morceau de résistance qu'on trouve là. Si vous allez à Alkmaar, aux Pays-Bas, vous allez trouver dans le pan de bois d'une maison, dite la maison au boulet d'ailleurs, à la surface du pan de bois de la façade, on voit comme ça un boulet qui est un peu accroché en suspens sur le pan de bois, sous lequel est inscrit la date de 1573, quand les habitants d'Alkmaar ont repoussé les Espagnols. Et d'ailleurs, selon la période de l'année ou le moment auquel vous visitez Alkmaar, vous allez pouvoir voir ce même boulet surmonté d'un petit toit qui le protège des intempéries
qui pourrait décrocher ce morceau d'identité. Bref, je pense que où qu'on regarde, l'architecture, les parois de l'espace public servent justement de marqueurs, de mots de cette identité de la ville qu'on peut lire dans un langage commun, bien sûr. Si je peux intervenir, Lucie, oui et non, parce que l'architecture dont on parle en évoquant Dubaï, c'est une architecture internationale qui est le produit de la mondialisation. Et donc, si on cherche dans l'architecture vernaculaire les traces d'une architecture spécifique à un lieu, celle-ci est en voie de disparition. Parce que c'est les mêmes centres commerciaux partout, c'est les mêmes gratte-ciel, etc. Avec même ce paradoxe incroyable pour Dubaï, c'est comme le sable local est impropre à la fabrication du béton, on fait venir du sable d'Australie, ce qui montre bien que c'est le résultat de toute une série de flux internationaux qui sont en même temps dévastateurs au niveau de la nature, parce qu'une plage en Australie, ce n'est pas qu'un paquet de sable, c'est un écosystème. Et c'est plus qu'un écosystème, puisqu'il y a des populations natives, locales, qui y voient les traces des ancêtres. Donc tout d'un coup, on va détériorer ce qui est quelque chose de fondamental pour le transplanter ailleurs et le transformer en béton, sachant qu'une tonne de béton produit une tonne de CO2. Donc on est là dans l'absurdité totale, à l'époque même où les enjeux environnementaux devraient plutôt nous inciter à revenir au BTP, bois, terre, paille et pierre, je joue là sur les mots, et donc inventer ou réinventer des métiers qu'on a perdus. Ça, c'est donc une approche patrimoniale et qui pourrait faciliter la renaissance d'une architecture qui aurait des liens très forts avec le lieu où elle pourrait surgir. En même temps, l'urbanisation d'aujourd'hui, les centres commerciaux ne font pas l'identité ni l'âme d'un lieu. Donc on va justement aborder ce dernier point ensemble qui pourrait paraître en fait le plus important que les autres, c'est l'identification que les habitants peuvent avoir vis-à-vis de leur territoire. C'est-à-dire que l'identité, c'est peut-être aussi tout simplement l'identification à quelque chose, ou en l'occurrence ici une ville. On se dit d'une ville, d'un village, d'un hameau. Et j'aime bien d'ailleurs cette phrase de l'essayiste et écrivain franco-tunisien Albert Memmi, qui écrit en parlant de Tunis, « Comme une mère, une ville natale ne se remplace pas ». Alors là, je me retourne de nouveau vers l'écrivain. Donc Camille Amoun, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Alors, une ville natale sera toujours une ville natale. On ne sera jamais né ailleurs que là où on est né. Mais on peut naître d'autres choses, à autre chose, ailleurs aussi. Quand on a vécu dans plusieurs villes, il y a aussi plusieurs naissances au cours d'une vie, l'adolescence, l'âge adulte, les premières expériences que je n'ai pas vécues à Beyrouth, que j'ai vécues ailleurs, la vie professionnelle, à Dubaï par exemple. Mais pour revenir à la ville natale et pour répondre aussi à Lucie sur l'architecture, comme quoi l'architecture, ce sont les mots de la ville qu'on transforme en texte, qui nous permettent de transformer le texte urbain en texte littéraire. Pas uniquement, parce que, et c'est le cœur vraiment de l'idée originale de la psychogéographie telle que développée par Guy Debord, qui est la manière dont les pratiques transforment l'espace urbain et comment l'espace urbain transforme les comportements en retour. Et donc l'espace urbain ou la rue, ce n'est pas seulement la forme des immeubles, mais c'est aussi les enseignes, les langues dans lesquelles ces enseignes sont parlées, sont écrites, les typographies, les phrases entendues dans la rue, les comportements des gens. On ne se comportera pas de la même manière si on marche dans une rue de Paris ou si on marche dans une rue de Beyrouth pour plein de raisons, des raisons culturelles, des raisons physiques, de la forme des trottoirs, etc. Et donc, quand j'ai écrit ce petit livre que j'ai voulu où j'ai voulu vraiment pratiquer la psychogéographie telle qu'elle était pratiquée par Guy Debord et telle qu'elle l'a été ensuite par exemple Yann Sinclair qui marche pour écrire et dénoncer un fait social ou économique. Eh bien, j'ai marché dans cette rue, et une rue que je connais depuis mon enfance, que j'ai pratiquée à tous les âges, où j'ai fait plein d'activités différentes, diurnes, nocturnes, professionnelles, de loisirs, etc. Et quand j'ai marché pour écrire, j'ai découvert une nouvelle lecture. C'est en écrivant
que j'ai découvert une nouvelle lecture de cette rue. Et j'ai découvert, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'en a pas le temps, mais j'ai découvert que cette rue, et cette rue en particulier plus qu'aucune autre, que j'avais pourtant choisie plus ou moins au hasard, décrit de manière extrêmement détaillée toutes les facettes du système de corruption, du système corruption du système politique libanais, qui a conduit aujourd'hui le Liban à l'état dans lequel il est de catastrophe économique, financière, sociale. Et de la même façon, et vous venez tout juste de le dire, c'est-à-dire que on fabrique la ville, mais la ville nous fabrique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aller-retour et de relations qui se créent par l'histoire, hein, et pas seulement par l'architecture, mais ça, vous en avez très bien parlé juste avant. C'est une thèse qui a été largement développée, hein, par la sociologie urbaine et les sociologues, et qui fait écho à cette citation de Jean-Paul Sartre quand il écrit « Ce n'est pas dans n'importe quelle retraite que nous nous découvrirons, c'est sur la route, dans la ville, au milieu de la foule, chose parmi les choses, homme parmi les hommes. » Thierry Pacaud, qu'en pensez-vous? Est-ce que les villes... D'abord, il faut préciser que Sartre est un promeneur citadin. Il n'aime pas trop la campagne. Et il a écrit un livre... il n'a pas écrit, il n'a pas fini, du reste. Enfin, le livre est quand même publié, inachevé. Un roman qui s'intitule Albert Mal, la reine Albert Mal, ou Le dernier touriste. Donc là, on est dans un livre absolument peu connu, hein, mais lisez-le, il est publié chez Gallimard. Et c'est remarquable, on voit que Sartre est un prosateur absolument exceptionnel. Et dans ce livre-là, il essaie d'expliquer justement que Venise, puisqu'il s'agit de Venise, Venise est le Finistère de l'Italie, c'est-à-dire la terre ultime. Et il essaie de montrer comment c'est un décor qui va déposséder les Vénitiens de leur propre ville, puisque c'est un décor qui sert pour les touristes. Et donc, ceux-ci vont doter ce décor de qualités que les propres habitants ne vont pas y trouver. Donc, c'est très intéressant, de la même manière qu'il va faire pour France Soir une série d'enquêtes sur les grandes villes américaines en 1948. C'est aussi des textes magnifiques qui sont repris dans Situation numéro 1, enfin bon, peu importe. Et là, on voit son acuité, son intelligence d'observation de ces villes dans un état qui n'a pas eu le passé dont parlait Lucie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de châteaux médiévaux, évidemment, puisqu'il n'y avait pas cette période-là, il n'y a pas eu d'architecture renaissance, etc. Bon, tout d'un coup, on a une population qui vient d'ailleurs, qui s'installe là, qui chasse ceux qui étaient là du reste, et puis qui vont inventer peut-être leur propre architecture. Mais le gratte-ciel, par exemple, dont j'ai fait l'historique, le mot lui-même apparaît en 1889, mais c'est vraiment l'expression du capitalisme arrogant. C'est-à-dire que c'est vraiment le self-made man qui dit « Voyez comment j'ai réussi, je vais mettre mon siège social de ma firme que j'ai conçu moi-même en partant de rien, avec une architecture de métal et de vitres dès la fin du 19e siècle. Et ensuite, il y aura une concurrence. C'est-à-dire que celui qui sera plus riche ou plus puissant aura un gratte-ciel plus haut. » Bon, voilà. Donc on a cette espèce de surenchère, de démesure à l'échelle planétaire. Et l'effondrement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'effondrement du World Trade Center en septembre 2001 ne va pas arrêter la fabrication des gratte-ciel. C'est-à-dire qu'on identifie encore, donc l'identification dont Anne Solange parlait, on identifie le progrès, la richesse, le dynamisme du capitalisme par ce symbole-là qui serait le gratte-ciel, qui est pour moi un symbole d'arrière-garde, d'une autre époque, de quelque chose qui ne devrait plus du tout exister. Mais on continue à l'échelle planétaire à multiplier ces gratte-ciel et à les faire de plus en plus hauts. 2 gratte-ciel vont être inaugurés en Arabie Saoudite de 1000 mètres, c'est-à-dire 1 kilomètre. Vous prenez 1 kilomètre à pied, une dérive urbaine, et hop, on la met en hauteur. Et vous avez des architectes qui vont justifier ça en disant que l'ascenseur est le nouvel espace public. Je n'y crois absolument pas, bien sûr. Et c'est une perte de... Alors, l'identification, je rappelle quand même que c'est un terme qui vient de la psychanalyse. Et la psychanalyse a aussi inventé une autre notion très importante qui est la crise d'identité. Donc, quand il y a identification, ça génère généralement une crise d'identité, c'est-à-dire un mal-être parce qu'on ne se retrouve pas dans sa ville. Maintenant, la ville natale, juste un point là-dessus, avec la fermeture des maternités, avec la disparition de la naissance à domicile, on n'en est pas dans n'importe quelle ville. On est dans des villes dont on peut faire la liste. Donc,
je crois que ce n'est pas la ville natale qui est importante maintenant, c'est plutôt ce que tu disais très justement, c'est que c'est notre nouvelle naissance à chaque fois. Donc on est plusieurs fois dans la vie, et donc à chaque fois on a des territorialités qui s'inscrivent avec des temporalités spécifiques et qui font de l'être humain un topophile, c'est-à-dire un amoureux des lieux, parce que les lieux font de nous ce qu'on devient. Alors du coup, est-ce que les villes ont une identité, Lucie Morisset? Oui. Alors, dites-nous pourquoi. Simplement. Je vais reprendre là où Camille Amoun a laissé tout à l'heure. C'est-à-dire que, tout à fait, cette identité elle se forme dans la relation entre des personnes, des groupes, des collectivités de personnes et des espaces construits. Elle se forme par des mots écrits, des mots filmés et des mots architecturaux, dirons-nous. Et c'est ce que Christian Norbert Schultz, architecte norvégien, a essayé de montrer justement en réaction à tout Le Corbusier de ce monde qui voulait construire cette architecture sans territoire, hein, cette architecture sans nature, qui aurait créé un homme nouveau, égal et pareil partout sur la planète. Alors ça c'est l'héritage, on pourrait dire de ce point de vue-là que nos centres commerciaux sont l'héritage de l'architecture moderniste du 20e siècle, mais je n'irai pas jusque-là, au risque de me faire lyncher en sortant d'ici. On sait en effet que donc l'identité se crée dans cette relation entre des personnes et de l'architecture, mais on ne dit jamais assez, et je voudrais insister là-dessus, à quel point c'est la fiction d'abord, la fiction qui encode, qui crée cette identité, qui la voit un peu passagère, qui la capte et qui, dans le roman, dans le film, par exemple, rend possible, rend existante cette identité que les aménagistes et les urbanistes vont ensuite rendre dans des règlements, ce qui va pérenniser cette identité inventée, cette identité fictive. Hein. Notre relation, notre rapport au monde est toujours une fiction, qui va pérenniser donc cette identité fictive et l'inscrire dans la pierre à jamais. Parce que bien sûr, l'identité est cette relation entre des personnes et leur environnement, mais l'architecture, l'environnement bâti, lui, inscrit cette identité, ce vouloir d'identité de génération en génération. Et il n'y a rien qui reste plus quelque part longtemps que cette pierre de l'environnement bâti, des parois de l'espace public qui nous mènent de génération en génération et d'identité et de territoire en territoire. Et alors du coup, Camille Amoun, vous êtes d'accord avec ça? Notre rapport au monde est toujours une fiction? Notre identité, les villes ont une identité fictive? Alors, évidemment, les villes ont une identité littéraire, une empreinte littéraire. Et par exemple, ce serait évident de dire que Paris a une empreinte littéraire beaucoup plus grande que Dubaï. Donc, beaucoup plus de choses, de livres, de romans, de films ont été écrits et tournés sur et à Paris que sur et à Dubaï. Mais pour revenir à l'identité, est-ce que à cette question, les villes ont-elles une identité? Pour moi, je fais une différence entre deux choses, entre la ville objet urbain et la ville objet politique. La ville objet urbain, oui, on voit une image, on entend un son, on sent une odeur, il y a une ambiance générale qui se génère, qui se dégage de Paris ou d'une rue parisienne qui ne sera pas la même que celle de Dubaï, qui ne sera pas la même que celle de New York ou que celle de Beyrouth. Et on la reconnaît. Donc, même si on n'essaie pas de la définir, oui, il y a quelque chose qui fait qu'on est à Paris et pas à New York. Pour l'objet politique, et puisqu'on parle d'identité pendant ces quelques jours, on a parlé d'identité, l'identité comme un concept exclusif. Mais pour moi, les identités sont gigognes. Et en plus, c'est des métissages d'identité. Et la ville, en tant qu'objet politique, est le lieu du métissage. Beaucoup plus qu'un autre objet politique qui est l'État-nation, qui, dans son idéal type, n'est pas du tout ouvert au métissage. Bon, après, il se passe des choses, il y a des mouvements de population, il y a des naturalisations, il y a des langues apprises, des langues perdues. Donc oui, l'État-nation aussi, mais beaucoup plus la ville. La ville est le lieu du métissage des identités qui contribue à faire de la ville un objet politique ouvert, beaucoup plus ouvert que l'objet politique État-nation. Et alors, pour le mot de la fin, avant de donner la parole à nos auditeurs, je crois, plus que spectateurs, Thierry Pacaud, les villes ont-elles une identité pour vous? Ma réponse est non, mais les villes ont des singularités. Et ce que je voudrais dire, c'est que par le roman ou le cinéma, on s'aperçoit, et puis nous-mêmes, que chaque ville en dissimule d'autres.
La ville de la nuit n'est pas la ville du jour, la ville de l'été n'est pas celle de l'hiver, la ville du lundi n'est pas celle du mardi, etc. etc. Donc il nous faut errer, c'est pour ça que la technique de la dérive est magnifique, il nous faut errer dans la ville pour progressivement en saisir quelque chose qu'on va trouver exceptionnel. Merci. Alors du coup, merci déjà à tous les trois. Alors en effet, des questions des internautes qui sont eux des praticiens de la ville, on va dire, et donc avec des questions un peu plus pratico-pratiques, dirons-nous, à la fois des questions autour du patrimoine, de la ville de demain, enfin, etc. Alors du coup, si on revient à des questions, par exemple, de transport, de logement, d'accès, d'envie ou pas de déambuler, d'envie ou pas de s'identifier, il y avait une question, par exemple, pour Camille. Entre Camille, je me suis permise de me rapprocher un peu. Voilà, en psychogéographie, justement, si vous aviez, vous, pour la ville de demain, peut-être trois exemples d'aménagement urbain qui permettent de modifier des comportements. Si on dit que la ville, l'enjeu, c'est bien de vivre ensemble, quand même, de se déplacer, de se loger, etc. Est-ce que vous avez comme ça 3 exemples de choses simples à mettre en œuvre et qui peuvent modifier les comportements des habitants? Alors, bon, la ville de demain, moi je n'aime pas beaucoup cette expression parce que c'est surtout sur la ville d'aujourd'hui qu'on doit travailler et qu'on doit adapter à une réalité qui change, qui est le changement climatique. Donc la ville de demain ou la ville d'aujourd'hui, la ville d'aujourd'hui, oui, bien sûr, de demain matin même, doit s'adapter indépendamment du fait que les émissions de CO2 doivent diminuer, et ça transforme aussi la forme de la ville, mais elle doit s'adapter à une réalité qui change. Mais par contre, je vais faire un pas de côté, et je vais dire que de mon expérience de Dubaï et de mon expérience de Beyrouth, pour d'autres raisons, ce qui est fondamental pour une ville, c'est ce qui se passe au rez-de-chaussée. Indépendamment de ce qu'il y a dans les étages. On peut avoir une architecture inintéressante, moche, mal adaptée, etc. Tout ça, ce sont des sujets qu'il faut aborder, évidemment. Mais fondamentalement, ce qui se passe dans une ville, c'est ce qui se passe à regard d'homme. À Dubaï, il n'y a pas de regard d'homme, il n'y a pas de rue où on peut marcher. On peut marcher évidemment dans des centres commerciaux, mais on a des enseignes internationales qu'on retrouve partout. Et quand on est dans un centre commercial à Dubaï, on pourrait être aussi à Montréal, à Paris ou à New York. Donc à regard d'homme. À Beyrouth, ce qui se passe, c'est que pour des raisons complexes de mauvaises lois sur l'immobilier ou d'absence de lois sur l'immobilier, l'architecture vernaculaire est en train d'être détruite. Donc une architecture de ville ancienne, de ville portuaire, de ville méditerranéenne, avec des rez-de-chaussée où il y a des boutiques, des librairies, des coiffeurs, des cordonniers, etc., des pharmacies, sont en train d'être remplacées par des villes où il y a des parkings sur pilotis. Et donc, ça devient des petits gated communities qui sont à l'échelle d'un immeuble où on gare sa voiture et on la prend pour aller ailleurs et de plus en plus au centre commercial puisqu'il n'y a plus de rez-de-chaussée. Or, quand il y a des rez-de-chaussée, on marche et pour aller d'un point A à un point B, et c'est ce qu'on appelle une activité hybride, quand on va d'un point A à un point B, on ne va pas seulement du point A au point B, mais aussi on s'arrête en chemin parce qu'il y a des rencontres inopinées, un livre qu'on voit dans une vitrine d'une librairie, on rentre, on l'achète et ça nous change. Une rencontre qu'on fait, on rencontre quelqu'un, c'est une rencontre qui nous change, même un peu. Et du coup, c'est ça, c'est l'importance des rez-de-chaussée, de la manière dont ils sont agencés et qui permet de transformer la pratique. Et en retour, la pratique aussi transforme cette ville au regard d'homme. Très bien, merci. Donc, ce qui compte dans une ville, c'est ce qui se passe au rez-de-chaussée. Ça, ce sera gardé. Lucie Morisset, vous aussi, une vision internationale, une expérience notamment au Québec. Et certains avaient envie de savoir, selon vous, autour de ce vivre ensemble, et notamment des questions, encore une fois, du logement, du transport, quels sont les ingrédients qui marchent de ce que vous avez vu un peu partout, qui seraient transposables dans la ville de demain matin, donc, hein, mais chez nous ici? Je pourrais commencer en rappelant que Jacques Tati travaillait sur la ville de demain.
donc ça fait déjà un moment qu'on en parle. Donc on y est déjà, bien sûr. Et je me méfie toujours un peu des regards prospectifs comme celui-là. Vous parlez de vivre ensemble, je vous dirais, j'aurais envie de repartir là-dessus et de plutôt parler de la ville comme lieu de faire ensemble et de revenir sur cette question de rez-de-chaussée. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière toutes ces recherches identitaires, cette volonté de transformer la ville pour qu'elle soit meilleure, il faut se rappeler que la ville, c'est d'abord et avant tout dans l'histoire de nos sociétés, une expression, une représentation et un support du pouvoir. Au 12e siècle, une ville, un bourg, devient ville quand on y construit une cathédrale. Et depuis ce jour, la ville n'a jamais été que ça, l'expression du pouvoir. Alors, on peut toujours regarder autrement, mais ça va toujours rester cette recherche, cette quête de pouvoir. Et c'est parce que, justement, elle est le lieu d'exercice d'un pouvoir, parce que sa matière peut porter le pouvoir, parce que sa matière peut porter la prééminence d'un pouvoir sur les autres. Je reviens à ma ville pyramidale ou ma ville hiérarchique sur un promontoire. C'est parce qu'elle permet cet exercice-là que, justement, elle fait si souvent disparaître le rez-de-chaussée. Et là-dessus, la relation au pouvoir quand même évolue, on le voit bien à tous les étages d'ailleurs, ou dans toutes les disciplines. Est-ce que justement il n'y a pas quelque chose à faire évoluer en lien avec ce rapport au pouvoir ou à l'autorité, et comment les villes aujourd'hui peut-être doivent se transformer autour de ça ? Il faudrait retrouver le rez-de-chaussée à l'échelle de la rue, à l'échelle de la ville, et non plus à l'échelle de l'État, d'une nation, ou de ce qu'un gratte-ciel projette dans l'espace finalement. Très bien, merci. Puis la démocratie se passe au rez-de-chaussée aussi, pas dans les étages. Merci. Thierry Pacaud, vous parliez tout à l'heure des métiers perdus un petit peu et à réinventer pour réinventer la ville. Et puis vous parliez aussi de la perte de la diversité. Or, voilà, la diversité est gage de vivant quand même, et de renouvellement et de mouvement. Les bénéfices de la diversité, comment est-ce que, si vous aviez là aussi trois leviers, 3 ingrédients autour de ce sujet. Alors, je vais pas esquiver la réponse, mais je vais réagir à ce qui vient d'être dit. Parce Avec que plaisir. Je partage tout à fait ce point de vue. Lorsque une ville est détruite par un séisme ou un bombardement, les maisons, le bâti s'écroulent. Et ce qui reste, c'est la voirie. C'est-à-dire que c'est les parcours, c'est les rues. Là où on déambule. Voilà. Et donc, les rues sont... alors, on sait historiquement qu'il y a des villes sans rues, mais elles sont très peu nombreuses, dans la civilisation de l'Indus en particulier. Mais sinon, il y a des villes avec des rues, et le mot rue vient du latin qui signifie sillon, le mot villa vient du latin qui signifie domaine agricole, donc on voit bien qu'il y a une proximité dans ce rapport immédiat avec la terre. Donc ça, c'est un point, à mon avis, très important. Dans notre inconscient collectif, ça doit certainement surgir. Et donc, c'est pour ça que je suis contre les gratte-ciels, parce que je crois que l'être humain est un être qui a besoin de ce rapport à la terre, au sol, c'est-à-dire au rez-de-chaussée, pour prendre cette expression de Camille. Et il y a beaucoup d'études en ce moment sur comment réactiver les centres-villes qui ont été dépossédés de leurs boutiques, c'est-à-dire de leur rez-de-chaussée, par les centres commerciaux qui ont été à la périphérie. Donc il y a une périphérisation des centres qu'il faut stopper et inverser totalement la vapeur. Et donc ça veut dire aussi que la ville devient une ville marchable. Le mot existe, donc je l'utilise. Et là, évidemment, il y a deux personnalités très importantes des villes qui ont leur place à prendre, à qui on ne leur a pas donné. Ce sont les enfants et les femmes. Donc on voit bien que l'approche genrée de la ville et de nos réflexions sur l'organisation des territoires peine à percer, un peu plus au Canada dans les études universitaires qu'en France, mais je pense que là c'est un axe excessivement important. Il y a une conquête par les femmes à faire des rues, et pas seulement la nuit, mais pas seulement dans les transports publics, etc. etc. Et pareil pour les enfants. Les enfants sont les grands oubliés de toutes les opérations urbaines et architecturales. Alors maintenant, pour répondre à votre question, donner 2-3 exemples. Je crois qu'on ne peut pas parler de la ville de demain, mais des villes de demain. C'est-à-dire, il y aura une incroyable pluralité d'exemples. Parce qu'on ne va pas casser les mégalopoles du jour au lendemain. Je pense qu'il faut décroître. Il faut décroître ces villes multimillionnaires. Je sais aussi, par ailleurs, que sur les 20 plus grandes villes du monde, 16 sont des ports qui vont devoir régler leurs problèmes de la montée des eaux.
à commencer par New York, puis Shanghai, etc. Donc de toute façon, dès maintenant, on sait que, dès maintenant, et pas demain matin, dès maintenant, ces villes œuvrent pour essayer de rester la tête hors de l'eau. Et donc ça va changer plein d'autres choses. Donc ça, c'est plutôt, j'allais dire, une bonne nouvelle. J'exagère un peu, mais enfin... Bon, ça va être un déclencheur. Pour faire quelque chose d'autre. Ensuite, vous l'avez laissé entendre dans votre question, en utilisant ce terme qui a été inventé en 1985, le mot biodiversité, il faut que les villes soient d'une très grande biodiversité. C'est-à-dire qu'il nous faut qu'on apprenne à vivre avec le vivant. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on ne sait pas penser comme un oiseau, on ne sait pas penser comme un arbre. Un arbre, ça. Bon, moi, je parle beaucoup aux arbres, mais ils me répondent rarement. Enfin, je ne comprends pas toujours ce qu'ils me disent. Et donc, ça, il faut qu'on s'y mette. Donc, il y a là toute une nouvelle sensibilité à développer qui peut-être seraient les nouvelles caractéristiques de notre rapport au lieu. Parce que je crois que la clé de tout ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure, c'est ce rapport au lieu, ce rapport au topos qui est fondamental. Tu citais Christian Norbert Schulz. Bon, il a écrit un bouquin qui s'appelle L'art du lieu. C'est-à-dire que pour lui, l'architecture, c'est l'art du lieu. Et je crois que pour nous tous, notre art de vivre passe par cette espèce de complicité avec les éléments, avec le vivant, et évidemment avec les humains. Bon, merci. Alors, je vous pose déjà la question de la fin qui nous a été posée à vous trois. Vous préparez comme ça vos trois mots. L'idée, ce serait que vous donniez comme ça, de votre regard extérieur, l'identité de Bordeaux, cette fois, en trois mots. Voilà, chacun. Juste pour terminer sur un portrait, comme ça, on sera d'accord ou pas, mais voilà, au moins on l'aura. Merci. Et puis, du coup, une dernière question pour vous, Anne-Solange Muys, parce que, voilà, passionnée d'écologie urbaine, pardon, eh bien, voilà, sur cette sensibilité au vivant, la sensibilisation au vivant, peut-être voilà, quelques mots là aussi de ce que vous voyez comme, comme initiative ou mise en œuvre, ou volonté même politique peut-être aujourd'hui, dont vous êtes proche et qui va dans le bon sens. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui en écologie urbaine ? En fait, ce qui se joue, ce qui va se jouer, c'est qu'aujourd'hui, on ne programme pas dans l'espace de la ville, on ne programme pas le vivant. Le vivant, aujourd'hui, c'est ornemental, c'est un paysage, donc on va intégrer, par exemple, des arbres voilà, pour rafraîchir la ville ou pour des questions de biodiversité, mais on ne met pas le vivant au même niveau que l'individu. Et en se disant, par exemple, demain, en fait, cet arbre, cette biodiversité, elle a autant de place que moi, être vivant, être humain dans la ville. Donc je pense que ça, c'est novateur. Je pense que ça va venir. Ça va être de toute façon une obligation, puisque la ville s'étend sur la campagne, qu'on le veuille ou pas, qu'on ait le zéro artificialisation nette ou pas, ça s'étend. Donc je pense que les initiatives vont dans ce sens, de plus en plus d'intégrer pas seulement la biodiversité, mais vraiment les espèces vivantes, naturelles, au même titre que l'être humain. Et ça, on en parlera demain avec justement la Garonne. Oui, c'est vrai, on y revient avec la Garonne demain. Alors du coup, quels sont les mots qui décriraient, comme ça, un peu comme une récolte, pour conclure, pour vous, l'identité de Bordeaux, vous qui arrivez comme ça Est-ce qu'on peut utiliser des phrases complètes ? Ah oui, si elles sont courtes, je suis d'accord. Vu de loin, on dira d'abord, Bordeaux, c'est 2 sites du patrimoine mondial, ou Bordeaux, c'est ce magnifique front de mer qui a été réaménagé. Mais je pense aussi que c'est un exemple assez... En fait, quand on regarde les armes de la région Nouvelle-Aquitaine avec ce lion qui regarde vers la gauche, donc vers le passé, on pourrait se dire que Bordeaux, c'est d'abord et avant tout une identité du passé, une identité historique. Mais quand on se promène dans Bordeaux, quand on y est aujourd'hui, comme nous sommes ici, à discuter d'identité, je pense que ça nous rappelle à la fois ces armes et cette ville, que le passé est quelque chose qui se vit au présent et que l'identité est toujours un projet. Et c'est ce que Bordeaux continue de montrer aujourd'hui. Oh, merci. Camille, peut-être ? Alors moi, c'est difficile. Je suis arrivé, c'est la première fois que je viens à Bordeaux. Ah, intéressant. Je suis arrivé regard neuf. Hier, même pas un regard, puisque je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Quand même, le TNBA ?
Le La petite place Sainte-Croix ravissante avec son Voilà. église. Voilà. Donc, comment parler d'une ville qu'on ne connaît pas, mais dont on a beaucoup entendu parler? Ben, moi, je vais dire 3 mots, et c'est les 3 mots que Bordeaux m'évoque aujourd'hui, mais je vais peut-être dire des bêtises. Alors déjà, le vin, la Garonne et Alain Juppé. Je sais pas. Ah là là! Heureusement qu'on a Pierre Urmic qui arrive cet après-midi. Super. Très bien. Ou demain d'ailleurs, je ne sais plus. Allez, Thierry Pacaud, pareil, quelques mots sur Bordeaux cette fois. Oui, moi j'ai la chance d'être venu plus d'une fois à Bordeaux, qui est une ville que j'ai arpentée un peu. Et j'avais jamais pensé à ça, mais je me suis aperçu que pour moi, j'ai du mal à penser Bordeaux avec sa centralité. C'est même l'inverse. Quand je suis dans Bordeaux, je suis comme attiré pour aller à son extérieur, parce que pour moi, c'est une ville-territoire. Et donc, Talence, bon, toutes les Floirac, voilà, évidemment. bon, toutes les villes qui sont Pessac, etc., bon, Bègles, etc., toutes ces villes-là forment un même territoire urbanisé, avec des spécificités qu'on retrouve, comme les maisons basses, les échoppes typiques de Bordeaux. Et puis, ce que j'appelle pas un esprit ni une âme, mais une ambiance. Je trouve qu'il y a une ambiance pour le piéton que je suis dans cet ensemble de territoires très vaste, hein, qui sort du centre historique et de la rue Sainte-Catherine, évidemment. Bon, merci à tous les 3, merci à tous les 4. Vous pouvez retrouver les dédicaces avec l'ouvrage de Thierry Pacaud, je crois. Voilà, je crois que ça s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, prenez votre temps, allez-y. On va se donner une petite transition pour la séquence suivante. À tout de suite. Ah, alors aussi le livre de Camille Hamoun, pardon, et même des ouvrages de Camille à la dédicace tout de suite. J'avais pas l'information. On peut passer par là. Vous pouvez passer.